Je voudrais enchérir en disant que les États-Unis n'ont pas le droit de refuser de donner le visa à tous ceux qui veulent aller participer aux Nations Unies, aux assemblées. Peut-être que ce serait ces jours-là où on allait violer cette règle. Non. Mais alors, vous avez donné vos points de vue sur le point qui pourrait être abordé par le président de la République lors de son adresse que nous allons suivre dans moins de 30 minutes. Mais je vous convie plutôt à suivre les Congolais lambda qui ont donné aussi leur point de vue sur l'adresse du chef de l'État. Pour le discours du président de la République, nous avons de problèmes qui nous préoccupent ici chez nous. Il y a la guerre à l'Est, il doit parler de la guerre à l'Est, il doit parler du départ de la MONUSCO, il doit faire par tout le monde et puis améliorer, disons, la situation sociale de la population. C'est des choses qui nous préoccupent. Il doit faire par tous les moyens que la paix règne, puisqu'on ne peut pas aller aux élections avec la guerre, puisque les gens de M23 sont en train de chercher comment stabiliser encore à l'Est. Il doit faire par tous les moyens pour que la communauté internationale puisse s'impliquer à ce que la guerre cesse. Personnellement, je sais que c'est une session sécuritaire, avant tout. Donc, il va beaucoup parler de problèmes sécuritaires à l'est de notre pays. Et je suis certain que beaucoup de pays qui sont dans ces conflits-là l'entendront. Nous attendons avec beaucoup de patience cette allocution aux tribunes des Nations Unies. Bon, surtout qu'il doit parler de l'agression rwandaise, parce que nous sommes agressés par la République rwandaise, et surtout qu'il parle aussi de la sécurité, parce que vraiment le pays nous sommes à l'insécurité. Nous sommes là pour sa vision. En tout cas, tout ce qu'il peut dire là-bas, je sais que ça sera confortable pour nous Congolais. Vraiment, nous avons de l'espoir que notre président ne va pas nous décevoir et il dira ce qui est très important pour notre pays, qui est la RDC. Voilà, il dira ce qui est important pour notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai suivi les différentes interventions, n'est-ce pas? Le point de vue de la population, on a fait un vox pop, n'est-ce pas, un micro-baladeur. Les Congolais se sont exprimés par cet échantillon. Il y a un parmi eux qui a parlé de la sécurité. Je me rappelle, en 2022, lors de sa troisième prise de parole, lors de son discours devant toujours donc à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de la République n'avait pas porté des gants. Il a cité nommément les agresseurs ou l'agresseur avec ces pantins qui sont les éléments du M23. Il a condamné l'agression fermement et il a sollicité la communauté internationale à pouvoir également condamner et appuyer la RDC. Et cette année, Jérôme Sekana, vous l'avez souligné, Guillaume Modimola, la question sécuritaire va figurer en bonne place dans les discours de tout à l'heure du président de la République. Qu'est-ce qui va changer? Parce que l'année passée, Félix Tshisekedi en a parlé, et aujourd'hui on a l'impression que c'est du statu quo. Pas vraiment. D'abord, je réagis à ce que les intervenants que vous avez rencontrés sur le rue de Kinshasa ont dit. C'est une grande soif de la sécurité, une grande soif de la paix, de ce que nous appelons ici chez nous de l'unité nationale. Et il regarde vers celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, celui qui représente la nation. Qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? C'est quoi? Parce que en 2022, à l'occasion de la 77e session, il prenait au mot le Conseil de sécurité qui, dans un rapport qui n'était qu'un
dont le M23 n'était qu'un masque derrière lequel se cachait le Rwanda. Un politicien d'ailleurs disait, pour ne pas vous couper, que le M23, c'est la chemise, mais les corps, c'est justement le Rwanda. Voilà, et donc, il ne manquera pas cette fois-ci encore d'en parler, parce qu'il y a des avancées de notre côté. On a identifié totalement l'ennemi et nous nous préparons à le battre et à le bouter dehors. Comment? Parce que on doit abandonner cette philosophie du protectorat, cette philosophie de toujours regarder vers la communauté internationale. C'est Cana. En 2022, sécurité. 2023, sécurité. Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses ont changé, Oscar Mal. J'ai des indices très importants. Hier, le chef de l'État s'est entretenu avec nos confrères de l'association des journalistes noirs. Au cours d'un dîner de presse. Bien sûr. Et là, il a fait son bilan. Et il a répondu à bâton rompu à toutes les questions. Et au même moment, Kagame s'est livré à une interview sur Jeune Afrique. Et Kagame qui dira le problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ne concerne pas l'individu Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un problème entre le gouvernement de la RDC et les M23, ce qui est faux. S'il y a quelqu'un qui a des insomnies au jour d'aujourd'hui, c'est Kagame. Le gouvernement rwandais, franchement, a été étranglé par la stratégie communicationnelle du président de la République. Lui-même donne le ton. Et regardez bien, tous les membres du gouvernement, lorsqu'ils se déplacent, quels que soient les thèmes qu'ils abordent, ils ajoutent l'agression et ils citent nommément. Là, c'est le président de la République, lors du dîner de presse, il cite nommément, à New York, oui. Voilà, il cite nommément l'agresseur. Ça, c'est de un. De deux, le chef de l'État a dit à nos confrères que, contrairement aux années antérieures, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que notre armée est montée en puissance. Les gens ne le savent peut-être pas. Le chef de l'État a dit qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter n'importe quelle agression. Ça, c'est lors du dîner de presse. Bien sûr. Et là, c'est le commandant suprême des forces armées qui parle. C'est ça. La montée en puissance de nos troupes, les gens ne le savent peut-être pas. Notre armée a acquis des équipements sophistiqués qu'il n'y a pas au Rwanda, il faut bien le dire. Et que si au jour d'aujourd'hui, nous observons, c'est parce que nous sommes disciplinés. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas belliqueux. Nous ne sommes pas belliqueux. Nous n'avons pas des velléités expansionnistes comme le Rwanda. Mais il y a un deadline. Le deadline, c'est la fin de ce mois de septembre courant. Parce que... Vous voulez parler de la fin du mandat de l'EAC? Les troupes des Eastern African Community. Eastern African Community vont devoir plier bagage. On ne cessera jamais de les dire parce que le président de la République est en train de montrer combien il est vraiment coopératif et il fait en sorte qu'il ait raison du côté de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la présence des troupes de l'EAC ne donne pas des résultats escomptés. Vous n'avez qu'à voir, ce sont des gens qui exploitent le bois, qui exploitent le minerai là-bas et tout ça. Ils sont venus faire le business. Et quand vous regardez même, vous suivez les propos du président le président Kenyan, vous sentez que, bon, ce sont des gens qui viennent, ce n'est pas pour notre paix, mais c'est pour se remplir les poches. Donc, les gens doivent attendre la fin de ce mois de septembre et la République démocratique du Congo va sortir ses griffes. Les forces armées. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Je suis en train de donner mon point de vue parce que, Oscar, nous avons 40 000 hommes de troupes qui terminent également leur formation à la fin de ce mois. 40 000 hommes de troupes auxquels il faut ajouter 150 000. Merci Jérôme Sekana, sans entrer dans la stratégie militaire. Mais bien sûr, sans entrer dans les stratégies. Ça, c'est que j'ai dit, ce sont des ne sont pas des stratégies connues militaires, de tous. mais ce qui est vrai, et que le Rwandais eux-mêmes le savent. Le jour où la République démocratique du Congo va se décider de descendre, d'attaquer le Rwanda,
tout le monde sentira la présence. Mais le chef de l'État l'a dit lors de la conférence de presse conjointe avec et le chef de l'État président du Burundi. Je vais terminer par là. Oui, vous allez terminer. Le président Kagame a voulu même monter un coup d'État au Burundi. C'est vraiment la dernière des options parce que les patients, ils veulent encore qu'on y aille par la voie diplomatique, la diplomatie. C'est la dernière des options. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Mais ce qui est vrai est que au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer les comportements de l'autre côté, parce qu'ils ont amassé les troupes de l'autre côté de la frontière pour essayer de nous intimider alors que nous ne sommes plus intimidables. Voilà. Guillaume Odimola. Oui, dans le même sens, nous sommes prêts à défendre notre territoire cette fois-ci. C'est comme ça que j'ose espérer, et je crois que dans les discours du chef de l'État, il abordera encore ces calendriers du retrait progressif. De la MONUSCO. Peut-être il n'en a pas parlé, au point de presse. Peut-être accéléré de la MONUSCO. Et pour que nous... Progressif et accéléré. Non, le gouvernement a demandé que la MONUSCO puisse partir avant la fin de l'année. Nous sommes entre les deux concepts, progressif et accéléré. On verra maintenant quel est le concept que Mais j'ai quand même suivi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, sur une chaîne périphérique. On lui a posé cette question sur les départs de troupes de la MONUSCO. Il a parlé d'un départ progressif et accéléré. Mais dans l'entretemps, il a demandé à ce que... C'est lui qui a signé la lettre qu'il a envoyée au secrétaire général des Nations Unies et dans laquelle il dit clairement qu'il faut que les derniers soldats de la paix, de la MONUSCO, puissent quitter en RDC avant la fin de l'année. Mais il y a aussi l'impératif de l'accompagnement de cette période électorale. Ça va se passer comment? Bon, la MONUSCO peut toujours nous accompagner, mais nous avons pris des dispositions pour que la CENI puisse... Non, mais il faut faire le distinguo entre la MONUSCO et les Nations Unies. La MONUSCO n'est qu'une mission d'observation, mais les Nations Unies vont accompagner la RDC comme d'habitude dans le cycle électoral. Ils ont toujours été là. Cette fois-ci encore, je crois que le chef de l'État va réitérer l'invitation aux organisations non gouvernementales et aux institutions internationales pour venir observer nos élections. Ce sont les élections générales qui vont commencer du bas jusqu'au sommet. Et une précision de taille, Oscar. Allez-y. Une précision de taille. Les élections vont se dérouler le 20 décembre 2023. Du 20 décembre jusqu'au 31 décembre, il y a 10 jours. Donc, la MONUSCO, si elle peut nous aider, elle va nous aider à organiser les élections. Et les élections terminées, elle plie bagage. Pendant les 10 jours qui restent, et les derniers soldats de la MONUSCO, policiers de la MONUSCO, devront partir avant la fin de l'année. Oui, Guillaume Odimola, Jérôme Sekana, nous allons rafraîchir notre mémoire. Nous allons nous faire un flashback en 2022. Nous allons prendre un extrait du discours du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, discours au cours duquel il avait abordé plusieurs thèmes, notamment sur l'unité nationale et la lutte contre les tribalismes. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. Guillaume Odimola, un petit commentaire. Vous savez, le président Senghor avait dit que tout le monde devrait se sentir chez soi là où il se trouve, quitte à respecter les normes édictées et établies. Donc c'est la plus grande réussite de la civilisation,
que de se sentir chez soi partout où l'on se trouve, quitte à respecter les normes. Et nous le savons, nous tous, que l'unité nationale est vraiment ancrée dans notre ADN. Le Congolais n'est pas xénophobe, le Congolais n'est pas tribaliste, à part si on se laisse manipuler, mais une petite fraction peut se faire manipuler, mais pas tous les Congolais. Alors, les Congolais n'ont rien à voir avec le tribalisme, et moins encore les génocides. L'union fait la force, l'unité nationale. Le chef de l'État vient de terminer cette séquence de son discours en disant « La République démocratique du Congo n'est pas génocidaire. » Elle ne sera jamais génocidaire. Elle ne sera jamais génocidaire. En d'autres termes, nous sommes civilisés par rapport à nos voisins. Et que nous n'avons jamais eu de velléité expansionniste. Nous avons tout ici. On peut tout nous reprocher, mais au moins, nous sommes les citoyens du pays le plus riche du monde. Il nous appartient avec de nous organiser. Avec une légendaire. Il nous appartient de nous organiser pour transformer toutes ces potentialités en pièces sonnantes et trébuchantes. En ce qui concerne l'unité, nous devons reconnaître que le peuple congolais adore l'unité. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à l'Est. Le patriotisme, vous le voyez vraiment noir sur blanc à l'Est. Où toutes les fois que les multinationales, avec leurs complices qui sont les voisins qui ont des velléités expansionnistes, ont cherché à diviser les Congolais. Non, on doit faire ceci. Parce que le programme de balkanisation existe. Mais les Congolais ont toujours dit « niet ». Et là, nous devons cela à Mobutu. Mobutu, vraiment, quand il était ici, vous savez comment il disait Tatabo, Moko, Ekolobo, Moko, tout ça. C'est pour vous dire que nous avons grandi dans cet esprit-là. Et le président de la République, lors de son premier discours, il avait dit ceci. Il avait dit que tant qu'il n'y aura pas la paix là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, pour lui, il ne se considérera pas comme quelqu'un qui a résolu le problème de la République démocratique du Congo. Et il est dans ces schémas-là. C'est pour vous dire que, pour lui, la priorité des... Et voilà pourquoi nous, sur ce plateau, lorsque nous parlons, nous mettons en première position les problèmes sécuritaires. Là, c'est notre chef d'État, je pense, les problèmes sécuritaires. De la Mongolie, si je ne m'abuse, c'est lui qui... Bon, lui, notre président va intervenir après les présidents de Libéria. Georges Weah, oui, les footballeurs, l'ancien footballeur, devenu chef de l'État. Donc, c'est pour vous dire... C'est la Mauritanie. La Mauritanie, bon, on va voir peut-être... Voilà, ça c'est le président de la Mauritanie. Ce qui est vrai que c'est le président de la Mauritanie. Chaque chef de l'État a plus ou moins 15 minutes. Tout à fait. Mais il y a toujours... Il y a ceux-là qui vont jusqu'à 24. Il y a Mobutu, il y a Kadhafi. Donc ça varie entre 15 et 24 minutes. Oui. De toutes les façons, les présidents de la séance ne peuvent pas interrompre un chef de l'État. Mais vous parlez de l'unité. Justement, les facteurs de l'unité nationale dans le pays, c'est la musique, c'est le football? Non. D'abord, c'est la culture. Les Congolais sont culturellement soudés. Ça, c'est une valeur intrinsèque. Bon, la musique, vous pouvez ajouter et tout ça. Il y a le prestige d'être un Congolais. Vous savez, même sous d'autres cieux, nous sommes identifiés comme des gens, pas seulement qui aiment la sape, mais des gens intelligents. Vous comprenez? On peut tout nous reprocher, mais les Congolais, vous savez qu'il y a des Congolais à la NASA et qui font des recherches et qui ont prouvé... Moi, j'ai rencontré aux États-Unis des Congolais. D'ailleurs, plusieurs fois, on était avec toi à Washington. Il y a des Congolais au FBI, il y a des Congolais à la NASA. Nous sommes partout. Il y a des savants congolais partout. Et tout le monde est fier. Même si vous essayez de faire les sondages, aucun Congolais ne vous dira que non, je préfère appartenir à une autre nation que la République démocratique du Congo. Guillaume, le chef de l'État a conjuré dans son discours de 2022 le tribalisme, sous toutes ses formes. Les régionalismes et les tribalismes, le chef de l'État a conjuré cela sous toutes ses formes. Ça fait reculer un peuple que de se fonder sur le tribalisme. C'est un piège moral que de tomber dedans. Il ne faudrait pas, on réitère encore la parole du chef de l'État qu'aucun Congolais ne peut être contre un autre Congolais. Ça, c'est côté tribalisme. Côté xénophobie non plus. On ne peut pas être contre les étrangers.
ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Non, nous sommes dans une sorte d'unité dans la diversité. Unité dans la diversité, plusieurs thèmes avaient été abordés. Vous vous en souvenez, en 2022, lors de son discours, le président de la République, du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, avait abordé les aspects économiques. Je vous convie à suivre un extrait. Sur le plan économique, le pari à gagner est celui de donner les chances de redressement aux économies des pays affaiblis par les effets collatéraux des changements climatiques et du coronavirus, afin de promouvoir une croissance économique mondiale équilibrée et de stopper l'aggravation de la pauvreté dans les pays en développement. Nous ne pouvons pas relever ce défi sans des efforts internes de bonne gouvernance au niveau national, ni investissement productif des richesses. La République démocratique du Congo a enregistré des progrès remarquables en termes de croissance économique. Le rythme de création de richesses s'est accéléré en 2021 grâce particulièrement au dynamisme du secteur minier, dont la croissance de la production est passée de 1% en 2019 à 10,1% en 2021, par suite de la bonne tenue des cours du cuivre et du cobalt sur le marché international. Aussi, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a-t-il conclu favorablement la deuxième revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit. Le Fonds monétaire international a exprimé son satisfecit sur les politiques macroéconomiques prudentes adoptées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous poursuivrons inlassablement ces politiques et l'effort d'amélioration du climat des affaires en cours pour promouvoir les investissements privés et les activités économiques en général. Jérôme Sekana, c'est dans votre ADN. Vous êtes le président, le PDG du groupe Toile d'Araignée. C'est une structure qui regroupe des journalistes économiques dont j'ai fait partie. Oui. Et voilà, Jérôme Sekana, vous avez suivi l'extrait de l'adresse du chef de l'État lors de la 77e assemblée, session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République a parlé de la croissance économique, n'est-ce pas, avec une croissance justement tirée par les mines. Effectivement, pour votre information, Oscar Mbal, nous avons 70 sociétés minières qui exploitent différentes sortes de minéraux en République démocratique du Congo et leur chiffre d'affaires s'élève à 33 milliards de dollars américains. L'administration fiscale a le devoir de prélever là-dedans les impôts et nous osons croire que c'est ça qui justifie également... Impôts et redevances. Bien sûr, il y a des redevances, il y a des taxes, parce que notre croissance économique est tirée par les secteurs extractifs et en premier les mines. Voilà pourquoi lorsqu'il y a volatilité des cours des matières premières, ça affecte directement, nos recettes. voilà. Et nous avons des problèmes. Voilà pourquoi nous devons franchement essayer, nous commençons à produire 2 millions de tonnes de cuivre, 150 000 tonnes de cobalt. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer il y a quelques années. Alors, ici, je voudrais d'abord donner quelques indications par rapport à l'économie. Et cette économie, cette croissance, les gens peut-être se posent des questions. Et surtout en ce qui concerne notre budget, 16 milliards, 800 millions, c'est utopique et tout ça, mais il est évident que les recettes ont sensiblement augmenté en dépit du fait que... Grâce justement à l'encadrement de ces recettes avec l'ISIS Régie. Pas seulement l'ISIS Régie, pas seulement, il y a toute une politique autour. Il y a la chaîne des recettes qui a été créée. Et il y a bien sûr les régies financières qui mobilisent suffisamment des recettes, quand bien même toutes les réformes ne sont pas encore implémentées. Il y a l'apport de l'IGF, il y a la décision politique du chef de l'État. Parce que les acteurs... Le climat des affaires. Voilà, le climat des affaires. Le choix des animateurs sur le plan politique
contribue de beaucoup. Donc, impact positivement Bien sur sûr, les recettes. ça c'est quelque Et chose même qui manquait. la coopération avec, Voilà. avec la fédération. Les institutions de Bretton Woods nous apportent également beaucoup de choses. Alors, nous pouvons voir cela dans quoi? Dans les sociales. C'est quoi les sociales? C'est tous les domaines qui cadrent avec l'homme. Et quand vous regardez Oscar Kabamba, Oscar Bal, excusez-moi, c'est toujours notre aîné. Oui, c'est notre aîné, Oscar Alors, Kabamba. vous avez dans l'homme, commençons par le bas, la gratuité de l'enseignement. Les gens peuvent prendre ça à la légère, mais si je vous dis, c'est une action de grande envergure sur le plan économique. 6 millions d'élèves supplémentaires. Ça, c'est vraiment peuvent rentrer à un acquis majeur. l'école. Ajoutez à cela maintenant la couverture santé universelle et avec la gratuité de la maternité. La gratuité de maternité. Les sociales. Et vous ajoutez le capital humain. Donc, les infrastructures et pour les combles de tout, c'est le PDL 145 territoires. Depuis que la RDC existe, depuis que la RDC est RDC, depuis que le monde monte dans ces pays, on n'a jamais eu un projet, un programme innovateur, un programme intégrateur à la fois, où vous avez les 145 territoires. Le problème, c'est quoi, Oscar? C'est que pour qu'il y ait des ponts chez vous, dans votre territoire, il fallait que vous ayez un député. Il fallait que vous ayez un ministre au gouvernement. Il fallait que vous ayez un sénateur. Je peux vous citer les cas de chez moi. Comme on n'a jamais eu... les Maniema? Oui, comme on n'a jamais eu un sénateur, un député. Non. Tous les projets qui sont alignés. Et vous savez comment ça se passe dans la gestion des finances publiques? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le budget... budget programme. Non, on n'a pas encore commencé le budget programme. Nous sommes dans les budgets des moyens. C'est quoi les budgets des moyens? C'est-à-dire on mobilise les recettes. Vous avez les 4 phases, il y a la constatation, vous avez la liquidation au niveau du ministère du budget, vous avez l'ordonnancement au ministère des Finances et vous avez le paiement au niveau de la Banque centrale. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un seul ordonnateur. Nous appelons de tous nos voeux maintenant ce qu'on appelle le budget programme. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, les choses vont changer. Le ministre des Finances aura comme job, comme tâche, d'alimenter les lignes budgétaires. Les ordonnateurs de chaque ministère, ça sera le ministre. Donc chaque ministre deviendra ordonnateur de son... Ça sera une grande première. Mais bien sûr, avec comme conséquence, tout ce qui est prévu dans les lignes budgétaires sera exécuté. Aujourd'hui, pourquoi ça ne s'exécute pas? Parce que vous prenez, je vais vous donner des exemples concrets. Quand vous prenez la ligne budgétaire du secteur des sports, déjà au mois de mai, ils ont vidé tout ce qu'ils ont comme provision. Alors comment on fait? Les ministres, on sera dans les excédents. Et comme c'est un secteur de souveraineté, vous savez, quand l'équipe nationale ne joue pas, c'est tout un problème, eh bien le président de la République va dire, faites tout, il faut qu'on paye. Et en ce moment-là, on fait quoi? On va prendre, il y a une rubrique qui souffre ici, qui est presque à la fin là. C'est la rubrique des chefs de l'opposition politique. Alors, il y a de l'argent là-dedans, on prend l'argent, on exécute. Ce qui fait que vous avez des services qui existent, même des services très importants comme... par exemple, qui s'occupent des statistiques, mais qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui est prévu dans le budget, on n'arrive pas à donner parce qu'on fonctionne. Et le budget de l'État fonctionne comme une vase, comme une grosse marmite. Et cette marmite a des gros tuyaux. Le gros tuyau qui est au fond là-bas, c'est le tuyau de la présidence. Là, ça doit sortir, quelle que soit la situation. Et à côté, vous avez les parlements. Donc, nous avons des institutions budgétivores. Et ce qui fait que quand il y a... les budgets programmes, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer, cela veut dire que l'ordonnateur du budget de la présidence de la présidence sera le directeur des cabinets du chef de l'État. Donc, il ne va gérer que le montant qui est prévu dans sa ligne budgétaire. Et les chefs de l'État, dans cet extrait que nous avons suivi, il a parlé justement de la croissance économique, justement. Oui, la croissance, pourquoi? Parce que la croissance... mais nous avons un problème, Oscar. Nous sommes en train d'être piégés par les multinationales. Vous savez que le cobalt rentre dans la fabrication des batteries. Des batteries électriques. Électriques avec le lithium et consorts. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de fabriquer des batteries avec moins de cobalt.
Et ça nous dérange. C'est ce qui fait que, souvenez-vous, en 2018, au mois de mars, les pics du prix des cours du cobalt étaient à 95 000 $ la tonne métrique. Aujourd'hui, nous nageons dans la trentaine. Donc vous comprenez ça, que... les jeux des multinationales. Et avec un problème majeur, nous avons un problème, cela veut dire que le gros de nos minéraux ont comme destination, ont comme débouché la Chine. Ce qui fait que la Chine, en achetant tout ce que nous produisons ici, constitue des stocks. Et lorsque, en 2018, lorsque le président Kabila a promulgué le code minier, eh bien ces gens-là nous ont fait du chantage. Ils ont dit, écoutez, ne promulguez pas, sinon nous allons vous faire la guerre. Et la première guerre que ces gens, le multinational, nous avaient faite, c'était quoi? C'était de libérer les vannes. Ils ont libéré les vannes de leurs dépôts. Et malheur pour eux, oui, quand c'est arrivé à la fin, nous avons encore repris la situation. Jérôme Sekana, merci pour cet éclairage. Je sais que vous êtes dans votre monde à vous, c'est dans votre secteur de spécialisation. Vous êtes spécialiste des questions économiques. Et je rappelle que le thème qui est abordé aujourd'hui au niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est paix, sécurité, progrès social et durabilité. C'est ça, Guillaume Modimola? Oui, c'est l'une de grandes missions d'ailleurs des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies, c'est de garantir la paix mondiale, la sécurité partout pour que les êtres humains soient en paix, en sécurité, la prospérité. Comme troisième thème, le progrès social, pour qu'il y ait le développement, comme disait Jérôme, par rapport aux indices économiques, au PIB, au PNB. Nous avons droit, le monde entier, nous avons droit de vivre décemment. Et on ne peut pas se sentir étranger, même chez soi. Aujourd'hui, on a des déplacés, on a presque des réfugiés dans leur propre pays. C'est des situations... Il y a même des apatrides. Non, ce sont des déplacés internes. On nous appelle déplacés internes. Non, mais... Ceux-là que vous considérez comme des réfugiés dans leur propre pays. Nous sommes à la frontière du réfugié et des déplacés. Parce que l'apatridie, ce sont des gens sans nationalité. Qui estiment qu'ils n'ont pas de nationalité. Et surtout, vous savez, à un moment donné, les Mbororo, dans l'ancienne province, l'ex-province orientale. Les phénomènes Mbororo, une fois arrivés à l'inscrire. Ango, ils disent qu'ils sont si je peux dire un mot, en ce qui concerne les phénomènes Mbororo que nous observons dans la Grande Orientale, ça c'est un indice concret du réchauffement climatique. Oui, tous ces pays-là, les déserts du Sahara avancent à raison de 15 km l'an. Les déserts de Kalahari avancent de 5 km l'an. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les années passent, l'espace vert, c'est seulement ici en RDC. J'imagine que c'est le président... Comment faire paître... Jérôme Sekana, j'imagine que c'est le président George Weah, si Kacha la peine de le prendre. Juste après lui, ça sera le nôtre. Oui, juste après le président George Weah du Libéria, ce sera le tour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la parole du haut de cette tribune de la 78e session. Voilà, George Weah, président du Libéria, et juste après lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va prendre la parole pour prononcer son discours, le 4e depuis son avènement à la magistrature suprême du pays. Et chaque fois qu'il prend... Le 4e en présentiel, parce que pendant la période de Covid, il avait fait une intervention en vidéoconférence. Tout à fait. Ça, c'est George Weah, c'est un ancien joueur, un ancien international. Oui, un footballeur. Un footballeur, justement. Et maintenant, il est... Comme pour dire que la politique mène à tout. Ah, voilà. Ça, c'est George Weah. Je pense que si la technique le permet, nous allons prendre même un petit extrait, n'est-ce pas, de George Weah. Je sais que c'est en anglais. Il sera traduit en français. Juste un petit extrait et puis nous revenons. Sincère à toutes les nations endeuillées par la catastrophe naturelle toute récente. Que les bonnes âmes qui nous ont quittés reposent en paix. J'ai l'immense honneur de m'adresser à cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au nom du gouvernement et du peuple de la République du Libéria. Je félicite son Excellence, Monsieur Denis Frances, pour son élection
à la présidence de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu qu'il saura faire profiter cette auguste assemblée de sa riche expérience. Je voudrais l'assurer que ma délégation le soutiendra pleinement, tandis qu'il dirigera les travaux de cette assemblée avec succès, se montrant à la hauteur des attentes et de la confiance qui lui aura été accordée. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour féliciter son prédécesseur, son Excellence M. Csaba Kőrösi, pour sa direction avisée des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale. Permettez-moi également de féliciter son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour la sagacité dont il fait preuve dans sa gestion de l'ONU en ces temps troubles et complexes. Sa clairvoyance. Merci à Patrick Kachala, notre réalisateur. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet d'être en direct avec New York, où se tient la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conduit une forte délégation à cette session et il va d'un moment à l'autre, dans une dizaine de minutes, il va prendre la parole, il va prononcer son discours, le 4e en présentiel, comme l'a dit Guillaume Modimola. Je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes que le chef de l'État pourrait aborder lors de son speech que nous allons suivre tout à l'heure. D'abord, il faut retenir pour cette 78e session que le Conseil de sécurité est présidé par Trinité et Tobago. Et je crois qu'il y a une grande affluence, comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle en jargon des gens qui ont fait le droit international. On est au concert des nations. C'est le concert des nations, pas le concert de musique, mais le concert des nations, là où tous ceux qui ont été admis à la souveraineté internationale se retrouvent, ceux qui ont signé les chartes internationales de l'ONU, ceux qui, parce que l'ONU qui a succédé en le 24 octobre 1945 à la Société des Nations, qui elle a été créée en 1919, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, et l'ONU c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, encore une fois, tout le monde, quand il y va, c'est pour évoquer les thèmes qu'on envoie à l'avance sur la paix, cette fois-ci, la paix, la prospérité, le progrès social et la durabilité. Donc, c'est ce que tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement qui passent sur la tribune des Nations Unies à l'immeuble vert ou l'immeuble de verre, c'est ce qu'ils vont nous offrir et nous croyons que le président Tshisekedi, un grand orateur, va encore nous délecter de sa verve oratoire. C'est un grand oral que nous attendons, vous et moi, parce que dans quelques minutes, le chef de l'État va prendre la parole, il va prononcer son discours, n'est-ce pas Jérôme? C'est oui, un discours très attendu par des millions de Congolais. Le du chef de l'État cadre très bien avec la thématique, donc le thème. Quand vous prenez la paix, nous en avons besoin à l'Est. Non, il a de la matière pour parler de la paix à l'Est. Quand vous parlez de la prospérité, avec tout ce que nous faisons, la croissance économique, tout ce qu'il est en train de poser comme acte dans les infrastructures afin d'améliorer les conditions de vie des Congolais, il aura quelque chose à dire. Et puis, les développements durables. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement durable. Là, les ODD sont mis en bonne place. Vous savez que le président de la République, avant-hier, il était la vedette. Parce qu'il y avait un sommet en marge des sommets. Les mini-sommets. Les mini-sommets qui s'est organisé sur le développement durable, où
il a expliqué la politique de la République démocratique du Congo dans ces domaines-là. On ne peut pas parler du développement durable sans la maîtrise des enjeux environnementaux. Il a rappelé les pollueurs qui avaient promis... Qui avaient souscrit et qui ne respectent pas 100 milliards par an. Ces pollueurs ne respectent pas leurs engagements, justement. 100 milliards de dollars. Pour compenser et faire le pollueur-payeur. Mais ils n'ont pas donné plus de 10 milliards de On peut expliquer un peu ce qui se passe. Arrêtez en 2 mots seulement, parce que d'un moment à l'autre, nous avons le plus grand, les gens ne le savent peut-être pas, nous constituons le plus grand poumon, c'est plus que l'Amazonie. En termes de séquestration, nous séquestrons plus de CO2 que l'Amazonie. Et ici, c'est le plus grand, ce qu'on appelle le puits carbone. Oui. C'est-à-dire, les CO2 viennent en expansion. Il n'y a pas de frontières au-dessus de nos têtes. Et sont happés par la puissance de ce qu'on appelle la photosynthèse. Nous avons étudié la photosynthèse à l'école. C'est-à-dire, en tant que l'homme est un animal intelligent, nous avons besoin de l'oxygène. Donc, quand nous hymons l'oxygène, nous avalons l'oxygène, nous ressortons les carbones. Et ce carbone-là est pris par les végétaux, les plantes, qui avalent les carbones pour ressortir l'oxygène. C'est ça qu'on appelle la photosynthèse. Or, si les forêts n'existent pas, le monde risque de s'arrêter, risque de cesser d'exister. Donc le plus grand trou carbone qui existe aujourd'hui à travers le monde, c'est les bassins du Congo. Ils sont même allés, mais en retour maintenant, parce que il faut qu'on les rétribue. Les scientifiques sont allés jusqu'à Yangambi, à la province orientale. Aujourd'hui, c'est la Chopo, pour vérifier et confirmer. Bien sûr. Avec Madame Bazaïba, ils étaient partis. Ils ont fait même toute une randonnée. Elle est dans la suite du président de la République à New York. Elle était aux côtés du chef de l'État. Peut-être pour terminer, Jérôme, avant de prendre le président de la République, parce que George Weah, le président du Libéria, qui est en train de prononcer son discours, va bientôt terminer. Et ça sera le tour du président de la République démocratique du Congo, juste après George Weah, que vous apercevez sur vos petits écrans. George Weah, c'est le président du Libéria. Et après lui, ça sera le tour du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement et de son cabinet. Jérôme Sekana, la RDC, c'est le deuxième massif forestier au monde, après l'Amazonie, et vous l'avez même situé au-dessus de l'Amazonie. Le premier, il faut changer. C'est le premier, mais en retour... Ce sont ceux-là qui n'ont pas les informations. Non, l'Amazonie a des moments de coupure. Parce que les grands pollueurs demandent à la RDC... Le taux de déforestation en Amazonie est de 4% l'an. Dans le bassin du Congo, c'est 1%. Et en retour, qu'est-ce que nous gagnons? C'est ça le problème. C'est-à-dire, les pollueurs doivent nous payer. Oui, c'est comme parce ça que nous séquestrons ce qu'ils rejettent dans la nature comme CO2. C'est CO2 happé par la photosynthèse, la puissance de notre puits carbone qui séquestre et transporte pour renvoyer l'oxygène qui permet à ce que toutes ces nations puissent vivre. Et Guillaume Mondimola, je m'imagine que ce sujet sur l'environnement, la protection de l'environnement va figurer en bonne place dans les discours du président de la République, parce que la RDC, c'est un pays solution, justement. Déjà, au cours du mini-sommet, hier, je crois, le chef de l'État a évoqué ce sujet en disant qu'avant, on taxait à 5 $ carbone. On doit arriver maintenant à 20 $, la tonne de carbone. On doit arriver à 20 $. C'est leur problème s'ils ne veulent pas. Que nous sommes en train de nous doter d'ailleurs d'un arsenal juridique là-dessus. Et là, il faut féliciter Mme Eve Bazaïba avec toute son équipe. Nous sommes vraiment en avant-garde dans ces projets-là. De doter le pays d'un arsenal juridique qui va nous permettre de tirer les dividendes de notre puits carbone. Et là où je ne suis pas d'accord, et ça je vais le dire parce que nous parlons de l'environnement, c'est que vous savez que les pays des 3 grands bassins du monde vont se retrouver ici. Mais curieusement, nos amis d'en face, ils cherchent à faire ce que ça se passe là-bas. Ils nous ont toujours damné les pions. Mais c'est des bonnes guerres. Ça ne doit plus se faire de cette manière. Jérôme Sekana, c'est des bonnes guerres. Non, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Les Gabons se positionnent. Un instant, Guillaume. Même si nous avons 60%, eux aussi, ils font partie du bassin. Mais Guillaume, c'est comme ça que le président Denis Sassou Nguesso était aux côtés là, non, on nous a toujours volé la vedette. Ça n'a rien à voir avec Jérôme Sekana de mon pays. Jérôme Sekana, c'est mon droit. Vous ne pouvez pas me les refuser. C'est des bonnes guerres aussi.
aussi pour la République du Congo. C'est des bonnes guerres pour les Gabon. Chacun cherche à se positionner. 3 millions d'hectares de forêts vierges. Nous avons combien? 159 millions. Il n'y a pas match. Mais il faut jouer avec la diplomatie. Voilà, il faut être présent là où les décisions sont prises. Il y a de la place. Il n'y a pas match. Non, je suis très jaloux de la souveraineté de mon pays. Ça ne changera pas la quantité de notre forêt. D'accord, ça ne changera pas, mais écoutez, vous pesez 100 kilos. Lui, il pèse 50 kilos. Moi, je pèse 30 kilos. Mais si on veut peser, on veut voir. Vous voulez que mais ça, c'est un exemple. Moi, je pèse plus que vous. Nous ne sommes que. C'est juste un exemple. Nous ne sommes que le prolongement quasi d'un seul pays avec le Congo. Cette histoire-là, nous avons vécu ça depuis des années. Ok, je pense que les politiques sont en train de nous suivre, n'est-ce pas? C'est là qui dicte les politiques du pays, n'est-ce pas? Les décideurs sont en train de suivre. Moi, je pense que chaque pays, c'est de bonnes guerres, doit faire prévaloir, n'est-ce pas, ses droits, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Il doit vendre justement l'image de son pays, il doit vendre ses ressources auprès des tierces. C'est de bonnes guerres. Si le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, est en train de prévaloir ses forêts, même s'il représentent 30% des forêts du bassin. Nous avons 65. Oui, du bassin du Congo. C'est moins de 5%. Voilà. Et nous allons donc prendre un dernier extrait, n'est-ce pas, du discours du chef de l'État. Nous allons terminer par là. Nous sommes en train de vouloir rafraîchir la mémoire. Peut-être que ces thèmes qui ont été abordés en 2022 peuvent revenir sous d'autres formes parce que le chef est en train de mettre l'emphase, l'accent sur des sujets qu'il a abordés, par exemple en 2022, qu'il avait abordé en 2022, et qu'il voudrait porter la voix de la RDC pour qu'elle soit entendue encore en cette année 2023. Je prends un extrait sur la sécurité au monde, en Afrique et en RDC. En Afrique, la sécurité dans le monde et la sécurité en RDC. Ça marche de pair, c'est ça. Écoutez. Mais entre-temps, les traitements des questions sécuritaires ne sont pas les mêmes au niveau de la communauté internationale. Le président de la République est médiateur en République centrafricaine. Au Tchad plutôt, voulais-je dire. Au Tchad. Et puis, regardez, aussitôt qu'il arrive en 2019 aux commandes à la magistrature suprême, il est directement désigné par ses pairs comme vice-président. Deuxième vice-président de l'Union africaine. Et quelques années après, il a dirigé l'Union africaine. Et quelques temps après, c'est la SADC. Donc vous comprenez l'importance de notre pays sur l'échiquier national. Et là, je donne raison internationale. Vous avez oublié la CAC sur l'échiquier international, merci. Et là, je donne vraiment, je tire chapeau bas. Je disais que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Donc, nous avons tout intérêt à pouvoir... Nous allons prendre le dernier moment, Guillaume Odimola, le dernier moment du discours du président du Libéria, George Weah, et on va le suivre et vous verrez même sa sortie et il se fera remplacer du haut de cette tribune. Je voudrais féliciter la RTNC, sincèrement, parce qu'en 2001, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'était pas possible. Je sais de quoi je parle parce que je m'étais impliqué pour connaître les signaux. Et quand vous félicitez la RTNC, je félicite parce que vous avez les générale Madame Sylvie Elengue-Dimbo, oui, et les DGA, en tout cas, José Adolphe Voto, le président du conseil d'administration, Floribert Luboto et tous les autres membres, tous les cadres et toutes les équipes. Nous avons vécu sur cette chaîne où on prenait les liens YouTube. Non, les choses ont changé, ça va continuer à changer. Positivement. Voilà, c'est bien ça. Dans le bon sens. Allons prendre George Weah quelques minutes avant la fin de son discours et puis nous allons revenir sur ce plateau pour annoncer les grands orales du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Défendre les piliers de la démocratie, de la primauté du droit, de l'état de droit, soutenir la participation de femmes, encourager la diplomatie et renforcer la solidarité au niveau mondial. Je vous remercie. Je tiens à remercier le président de la République du Libéria pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir raccompagner. Va entendre une allocution de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République
démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellence, à vous. Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, la tenue de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies m'offre l'opportunité de partager avec les États membres de notre organisation la vision et les préoccupations majeures de mon pays, la République démocratique du Congo, face aux enjeux de l'heure dans le monde. Cependant, en avant-propos, je voudrais féliciter son Excellence M. Denis Francis pour son élection à la présidence de notre auguste Assemblée et rassurer l'ensemble des membres de son bureau du soutien de mon pays dans l'accomplissement de la noble mission leur confiée par notre institution. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas le président sortant, M. Saba Korosi, pour son leadership clairvoyant et son dévouement qui ont contribué à faire avancer les débats et à trouver des solutions concertées. Mes remerciements s'adressent également à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour son engagement actif et permanent en faveur de la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, pendant que se tient ici à New York cette session, le peuple marocain n'a pas encore fini de pleurer ses victimes ni guéri ses plaies par suite des puissants tremblements de terre survenus dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre en cours, causant la mort de plus de 3000 Marocains, en blessant au moins 5000 et détruisant plusieurs villes et localités du royaume. De même, les Libyens ne sont pas encore sortis des traumatismes des inondations qui ont ôté la vie à plus de 20 000 personnes et provoqué d'énormes dégâts matériels le dimanche 10 de ce même mois. Le peuple congolais salue la mobilisation de la communauté internationale pour secourir ces peuples frères du Royaume du Maroc et de la Libye. Il leur exprime toute sa compassion et sa solidarité et souhaite une prompte guérison à tous les blessés de ces deux calamités naturelles. Monsieur le Président, au-delà de déplorer ces calamités naturelles, l'actuelle session de l'Assemblée générale se tient à une période exceptionnelle de notre histoire où le monde est confronté à des situations graves qui menacent l'existence même de la nature humaine. À la guerre en Ukraine, qui entraîne la crise alimentaire, marquée par une flambée des prix et une pénurie de denrées de première nécessité, s'ajoute l'aggravation des effets du réchauffement climatique, des conflits armés qui continuent à faire rage ci et là. Ces crises qui se renforcent mutuellement mettent au défi le système multilatéral et la coopération internationale. Or, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social, instaurer les meilleures conditions de vie, sont en effet des vœux unanimes et intemporels de tous les peuples du monde qui doivent par conséquent demeurer au centre de notre action collective suivant une approche réellement multilatérale et inclusive. Nous sommes interpellés à travailler ensemble en vue de répondre
à ces défis qui sont de portée existentielle. C'est pour cette raison fondamentale que je salue la pertinence du thème central annuel de cette session, intitulée « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. » Cette thématique place les valeurs de solidarité et de confiance au cœur des facteurs de la relance et l'accélération des solutions aux défis mondiaux étroitement imbriqués afin que faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Ces deux valeurs prennent tout leur sens dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui. À ce sujet, il est essentiel de rappeler qu'à mi-chemin vers l'atteinte des ODD en 2023, sous l'offre climatique, des conflits récurrents, de la récession économique et des effets persistants de la pandémie de Covid-19, les inégalités et la pauvreté se sont aggravées. La faim et la malnutrition sont en augmentation. Les besoins humanitaires et les déplacements de population atteignent des niveaux records. Et les catastrophes climatiques et environnementales plongent le monde dans un risque systémique et existentiel des plus graves. Pour venir à bout de ces fléaux qui sont des menaces réelles à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'un obstacle majeur à la prospérité et au progrès des nations, il est évident que la mutualisation des énergies et une approche multilatérale dans la confiance réciproque et la solidarité sont des atouts majeurs et indispensables. Monsieur le Président, le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de 2 poids, 2 mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire 2 pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes meurtrières depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamdai Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles
et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférence des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles, ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment
ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Monsieur le Président, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix, la sécurité, la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Les Nations Unies incarnent ces principes et restent un acteur indispensable pour faire face aux menaces existentielles contemporaines, qu'il s'agisse de la crise alimentaire actuelle, du changement climatique, du terrorisme, ainsi que des pandémies et de la prolifération nucléaire. Aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, aussi puissantes soient-elles. Tout cela exige une coopération multilatérale. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit montrer qu'elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. Aussi, pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la Charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, recours à la force, est-elle indispensable, mais ne serait pas suffisante. Les chantiers ne manquent pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Des problèmes globaux sont abordés plusieurs fois dans différentes enceintes, sous des angles différents, de façon contradictoire. D'autres ne le sont jamais, nulle part. Chaque bureaucratie internationale entend persévérer dans son être. À ce sujet, la demande pressante et incessante de mon pays et de l'Afrique tout entière est d'élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU, afin de pouvoir intégrer en son sein 2 représentants du continent africain en qualité de membres permanents aux fins de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. D'où la pertinence et la nécessité de réformer notre organisation vieille de 78 ans, qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale, afin de lui donner plus d'inclusivité, aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise de décision, qui désormais devra prendre en compte la voix de l'Afrique. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerre et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo est l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées au conflit et de réparer, un tant soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme,
ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États. Suite à la tenue d'élections démocratiques et apaisées au Zimbabwe, je lance un appel pressant aux Nations unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Cependant, pour remplir efficacement ces lourdes et délicates missions et mériter la confiance de tous, l'ONU doit incarner les valeurs de justice, d'équité et de solidarité et être représentative de tous dans notre diversité culturelle, politique, économique et sociale. C'est là tout le sens de sa réforme sur laquelle les Africains ne cessent de revenir et du combat que nous devons tous mener. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de bien vouloir. L'Assemblée va entendre une allocution de Sa Majesté, le roi Mswati III, chef d'État du royaume d'Eswatini. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre les discours vraiment magistraux du président de la République du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Rappelons que
la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a démarré le 5 septembre et les débats le débat général s'est ouvert hier, donc mardi 19 septembre 2023. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2023, le président de la République a prononcé son discours du haut de la tribune de cette Assemblée. Que retenir? Beaucoup de thèmes qui ont été évoqués bien avant ont été repris justement dans les discours du président de la République, Guillaume Modimoula. En une phrase, parce que nous sommes en train de terminer ce plateau spécial, que retenir du discours du garant de la nation? Un homme d'État qui a une âme d'État. Un homme d'État qui a une âme d'État. Jérôme Sekana, les questions liées à l'environnement, à la sécurité, le chef de l'État même demandait aux Nations Unies l'élargissement du Conseil de sécurité avec l'entrée de 2 pays africains. C'est une proposition, il a souhaité cela. Nous venons de suivre le discours d'un panafricaniste qui déplore l'incapacité des Nations Unies à résoudre le problème, notamment les conflits qu'il a énumérés. Nous venons de suivre un président de la République d'un pays solution qui montre le chemin, qui dit que les enjeux environnementaux trouvent leur solution en République démocratique du Congo. Nous venons de suivre un président de la République qui a donné le ton lorsqu'il était président en exercice des Nations Unies avec la masculinité positive. Et ça a été beaucoup applaudi, ce sujet a été beaucoup applaudi. Et là, revenant sur la situation à l'Est, nous pouvons retenir que le président de la République a dit et redit qu'il n'y aura pas de dialogue avec les M23. Advienne que pourra. Et là, il a insisté de modifier le calendrier de retrait de la MONUSCO. Au lieu que ça se fasse en décembre 2024, eh bien, le deadline est devenu décembre 2023. Et Guillaume Modimoula, le chef de l'État, a demandé à l'ONU de sanctionner toute personne physique ou morale, auteur matériel ou intellectuel des crimes graves, des crimes contre l'humanité. Oui, parce que nous savons que la sanction de l'ONU est une sanction internationale. Et quand vous êtes sanctionné par l'ONU, vos moyens sont réduits. On a même eu des compatriotes qui étaient sanctionnés. Vous avez vu comment ils étaient dans l'embarras malgré le semblant de pouvoir qu'ils avaient. Et moi, je peux retenir encore une fois les grandes lignes de ces magistrales discours. C'est d'abord d'emblée la compassion. Nous connaissons M. Tshisekedi pour sa proximité vis-à-vis des autres. Et il a commencé par là, sa proximité avec le peuple marocain et le peuple libyen pour les catastrophes et les calamités naturelles qui les ont secoués. Et juste après, il n'a pas oublié son peuple pour rappeler que nous souffrons et rappeler à l'ONU son devoir de protéger chaque membre parmi les 193 membres de l'ONU, de protéger chaque membre qui est en difficulté. On n'a rien fait au monde à part être seulement les Congo, mais nous sommes agressés de partout et nous le savons. En plus... Alors il a parlé également de l'élargissement du Conseil de sécurité. On ajoute de 2 sièges. Oui, qu'on ajoute 2 sièges pour l'Afrique. Oui, vous savez, quand on a parlé ici du 24 octobre 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a créé l'ONU avec les 5 membres permanents qui étaient les précurseurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. 78 ans après, il y a eu 54, aujourd'hui 55 pays indépendants en Afrique. Donc nous traitons, eux ils disent, d'égal à égal. Mais aujourd'hui, donc l'Afrique doit avoir une voix. Donc, le contexte a changé. Le contexte a changé. Vous avez vu, les G20, ils ont pris cette fois-ci l'Afrique comme membre permanent. Avant, il n'y avait pas de membre permanent au G20. Et donc l'ONU qu'on a demandé
plusieurs fois de prendre un ou deux États africains et que les États africains parlent l'UA. Espérons que la voix du chef de l'État sera entendue. Voilà, deux petites choses pour terminer. Le chef de l'État appelle à la levée des sanctions qui pèsent sur les Zimbabwe. Voilà un panafricain. Est-ce que les Zimbabwe ont organisé des élections démocratiques apaisées? Vous savez, les sanctions étranglent l'économie d'un pays. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui pense aussi aux autres. Nous avons toujours été des vrais Africains. Et là, le président de la République vient de prouver à la face du monde que la RDC n'accepte pas seulement de vivre seul, a besoin des autres. Un autre élément, les sanctions qui doivent être prises au niveau des Nations Unies. Les enquêteurs, les spécialistes des Nations Unies ont prouvé noir sur blanc qu'il y a des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo notamment et ailleurs. Il faut que tous ceux qui ont commis ces crimes soient sanctionnés. Donc, bref, le chef de l'État a tiré la sonnette d'alarme pour dire aux Nations Unies, vous êtes Nations Unies, il faut que vous assumiez vos responsabilités parce que ce que vous faites pour le moment ne ressemble pas à ce que vous devez. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer ce plateau spécial. Le chef de l'État, dans son discours, il a également salué les sanctions des États-Unis contre le Rwanda. Il a félicité que les autres emboîtent le pas. Guillaume, nous terminons par là. Oui, les sanctions, c'est clair comme l'eau de roche. L'implication du Rwanda dans les troubles à l'est de notre pays, mais il n'a pas arrêté de parler des élections, parce qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent plus négativement, parce que tout est en place et c'est irréversible. Le 20 décembre, nous irons aux élections générales, élargies même à la diaspora, avec 5 pays tests, et sans oublier la place de la femme. Félix Tshisekedi est le champion de l'Union africaine côté masculinité positive. Et il a créé le FONAREV, le Fonds pour la réparation des victimes des violences sexuelles et liées à la guerre. C'est inédit, c'est quelqu'un, encore une fois, à applaudir, à remercier avec cette âme d'État qu'il a. Guillaume Modimola, Jérôme Sekana et vous tous qui nous suivez, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a abordé plusieurs sujets, n'est-ce pas, d'intérêt national, même international, et à chacun de tirer des enseignements de ces discours magistraux du haut de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellente soirée à tous et bonne suite de programme sur votre télévision.